Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Dès que nous sommes descendus du car, on a commencé à nous gifler. Les exercices ont commencé, la torture, c'était des exercices dégradants. On m'a demandé d'écarter les jambes, de mettre la tête au sol, de croiser les mains dans le dos, raconte une militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Interpellée samedi 1er juin à Yaoundé, une autre dans une vidéo montre de nombreux sévices corporels à la suite de son interpellation, suivi de sa garde à vue à la suite de la marche pacifique de ce même jour. Démarche, faut-il le rappeler, qui avait été interdite par l'autorité administrative compétente. Raison évoquée, risque grave de troubles à l'ordre public. Un droit reconnu par la loi fondamentale et dont le régime est fixé par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990. Restriction des libertés, interdiction des manifestations publiques, torture, sommes-nous en dictature? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Restriction de liberté, interdiction de manifestations publiques, torture, sommes-nous en dictature? Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Samuel Motte. Bonsoir Samuel Motte. Bonsoir Serge Alain. Voilà. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Ça faisait un moment qu'il n'était plus invité parce qu'on avait lancé le patois contre moi, mais bon. Non, du tout. Mais vous savez, il y a la procédure. Oui, il y a la procédure de chez nous. Non, c'était pour blaguer, pour détendre voilà. l'atmosphère. Je viens quand le parti demande que je vienne. Voilà, justement. Et très souvent, voilà, je fais confiance. On dit merci, professeur Boyomo-Sala, en direct. Absolument, qui a bien voulu que je sois. Répondu promptement chaque fois que je lui ai posé un problème d'invitation. Très bien. Ce serait également que cette directive puisse être partagée par l'ensemble des chaînes. Oui. Parce qu'un parti, effectivement, nécessite d'être organisé. Et quand on dit c'est telle personne qui doit aller nous représenter, c'est en fonction d'un certain nombre de critères qui doivent être jugés et également des éléments de langage très souvent qui sont distillés. Je pense que c'est une très bonne organisation qui est en train de se mettre en place. Voilà, vous allez donc défendre les couleurs de votre parti, le RDPC, ce soir? Oh, ce serait trop dire, mais je vais essayer d'apporter ce nombre d'arguments par rapport aux questionnaires que vous allez, aux problématiques que vous allez mettre sur la table. Voilà. Angèle Bell, bondature, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être sur le plateau d'Equinox. Vous aimez décidément Douala déjà, hein? Ben écoutez, c'est les missions qui nous incombent, qui m'obligent à être sur Douala autant que je peux, parce que l'heure en ce moment est à la mobilisation. Ok. Bienvenue, Angèle Bell, bondature du MRC. Merci Serge Alain. À côté de vous, Albert Anatole, là, ici. Albert, bonsoir. Ça fait un bon bout aussi. Tout à fait. Bonsoir à ces gens-là. Je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Permettez-moi ce soir, j'allais dire, de vous faire comprendre qu'il y a 3500 tonnes de riz contaminées qui sont sur le point d'être mis sur le marché. Et je voudrais vous rappeler que le 30 mars dernier... Oui, sur le marché local. Le 30 mars dernier, il y a un navire qui a débarqué sur le port de Douala. À l'intérieur, dans le cadre de ce navire, on a retrouvé un corps en décomposition très avancé dans une cargaison de riz. Au lieu que cette cargaison de riz soit carrément détruite, on a entreposé cette cargaison de riz du côté dans les entrepôts du port autonome de Douala. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il se pose déjà un problème épidémiologique, c'est-à-dire de santé publique. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas privilégier le business, j'allais dire l'argent, à la santé des populations. Je pense qu'ici, le ministère, n'est-ce pas, de l'agriculture et du développement rural est interpellé. C'est le temps qu'il existe un poste phytosanitaire du côté de Douala. La problématique que je pose, j'allais dire, le fait que j'évoque, que je dénonce ce soir, est connu de toutes les autorités de la ville de Douala. Ok, vous êtes responsable de vos propos, c'est bien ça? Écoutez, vous êtes journaliste, c'est une enquête que vous pouvez faire. Ok, merci. Maître Kakak, bonsoir. Bonjour, Serge Alain. Vous êtes
avocat au barreau du Cameroun, surtout acteur de la société civile, un panafricaniste. Oui, tout à fait. Je me sens mieux en ce moment dans la posture du président de l'Association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance, qui est une organisation de la société civile agréée par l'Union africaine qui traite des questions de gouvernance sur le continent africain. Et c'est avec un plaisir renouvelé que j'ai tenu à répondre à votre invitation. Je pense que les débats seront alléchants comme d'habitude et que nous aurons l'opportunité d'éclairer l'opinion qui en a besoin en ce moment. Voilà, je commence avec vous. Maintenant que vous avez suivi l'entente de mon propos introductif, ce témoignage d'une militante du MRC qui parle de ces sévices qu'elle a eus pendant sa garde à vue. Donc, alors que le Cameroun interdit la torture. Quel est votre avis là-dessus? Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ces déclarations sont vraies, parce que je ne les ai pas suivies. Bon, mais ce que je dois dire, c'est que la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays commence à être écœurante. Parce qu'en réalité... Vous admettez quand même qu'il y a de la torture? Je ne l'ai pas encore vécu en direct, donc je ne peux pas... Il faut le vivre d'abord. Oui, moi je suis un avocat, j'ai appris à dire des choses que j'ai vues. Okay. Je ne peux pas dire des choses que je ne peux pas prouver en réalité. Okay. Mais je sais que... Le interdit quand même la torture. Non, la torture c'est l'une des infractions les plus graves dans notre code pénal. Si vous êtes poursuivi pour torture, tenez-vous tranquille, les peines qui vous seront infligées seront très graves. Donc c'est une situation très grave. Si ces faits sont avérés, j'avoue que c'est pas tout à fait gai. Bon, mais comme je n'ai pas vécu les faits, je ne peux pas en parler avec beaucoup, j'allais dire, de pertinence. Ce que je tiens quand même à faire observer, c'est que la situation qui prévaut en ce moment au Cameroun n'est pas très gaie, parce que là, on a quand même le sentiment que nous assistons à une avalanche de restrictions de liberté, ce qui est très, très grave pour une démocratie. Parce que vous savez, permettez-moi d'ouvrir cette fenêtre. Vous savez, il y a quelques années, le président Biya nous a parlé de l'émergence à l'horizon 2035. Vous comprenez? Mais pour construire une société émergente, il faut déjà construire la démocratie. Parce que dans un pays comme le nôtre, la démocratie, c'est un élément qui contribue au développement du pays. Or, vous savez qu'il ne peut pas avoir de démocratie sans liberté. Il ne peut pas avoir de démocratie sans un respect scrupuleux des libertés individuelles, des libertés politiques. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Donc moi, je pense de mon point de vue qu'il faut essayer d'arrêter cela. Parce que si nous continuons à vivre cette avalanche de violations de liberté et de droits individuels, j'avais dit que c'est une situation qui va devenir très grave. Okay. Donc de mon point de vue, il faudrait que le gouvernement essaie de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que cette situation s'arrête. Ok. Angelbert Bondachoua, j'ai eu le récit de de vos camarades le 1er juin. Il y a eu cette guerre les communiqués du porte-parole du bureau de Boris Kamto, Olivier Bibou-Nissak, et le ministre de la Communication sur la marche du 8. Sur la première marche du 1er juin, il y a des personnes qui ont été interpellées. Vous confirmez? Oui, bien sûr. Torturées? Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont été interpellées, plus tard écrouées à la prison centrale de Kondengui, sans passer par la case juge. Il y a certains qui ont été arrêtés, dont interpellés, amenés dans un camp militaire. Un camp militaire, le SED. Oui, le secrétariat d'État à la Défense est un camp militaire. Il n'y a pas une autre façon d'appeler le SED. Ils ont été torturés en 2019. Torturés dans des conditions les plus atroces. Torturés à la machette, c'est-à-dire battus à la machette. Torturés au courant électrique. Alors, tout ce que nous disons est consigné dans des témoignages avec des constats d'huissier qui ont été faits. Vous dites au courant électrique? Je dis bien au courant électrique. On a un ensemble de témoignages, de constats faits qui ont été consignés. Vous savez, le dire comme ça, on vit dans un contexte aujourd'hui, ce qu'on a en face, c'est-à-dire que le RDPC, et pire aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que nous avons des forces de l'ordre, une armée qui est devenue partisane.
Et c'est là où le jeu devient dangereux. Je n'ai vu personne s'indigner. Vous n'allez pas jeter l'anathème sur toute l'armée. Mais écoutez, moi je parle des faits. Il y a quand même des professionnels là-bas. Je parle des faits. Oui. Pour qui me connaît, quand l'armée fait bien, comme ça a été le cas dans la lutte contre Boko Haram, je l'ai toujours dit que nous avons une armée professionnelle parmi les mieux formées de la sous-région, sinon même de l'Afrique. Quand notre armée a défendu le drapeau camerounais dans la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'étais parmi les premiers à féliciter cette armée, à l'encourager. Par contre, j'ai toujours condamné ce qu'on pourrait appeler les brebis galeuses. Voilà, justement. Sauf que, comme dans tous les corps, sauf que, dans le cas des arrestations de nos camarades politiques, on se rend compte que ce ne sont pas des brebis galeuses. C'est-à-dire que vous rentrez dans un camp militaire, tout le camp militaire se donne à cœur joie à torturer des militants. Ce ne sont pas des brebis galeuses. Ça veut dire qu'il y a un ensemble soit de consignes, ou alors, aujourd'hui, les mentalités de nos forces de l'ordre sont moulées telles que tout ce qui est adversaire politique au RDPC, du moins adversaire politique crédible, devient un danger. On veut bien avoir une armée des forces de l'ordre qui protège nos institutions. On ne discutera pas de ça. Mais avoir une armée et des forces de l'ordre qui deviennent partisanes au point d'en arriver à la torture, c'est simplement, comme je vous l'ai dit, c'est simplement parce qu'ils sont aujourd'hui moulés de manière partisane. On peut être pour ou contre les marches. Et même que ce n'est pas aux forces de l'ordre de se transformer en justiciers. Ils encadrent, ils interpellent. S'il y a quelqu'un qui doit sanctionner, ça s'appelle la justice. On ne peut pas se substituer à la justice, devenir justicier et décider de la sanction que l'on doit appliquer à des manifestants politiques. C'est-à-dire, torturer en fait pour eux, c'est qu'ils ont condamné, sanctionné. Et ils estiment que ce que ces personnes-là méritent, c'est d'être bastonnés, c'est d'être torturés. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis, faisons bien attention. Nous avons une armée, nous avons des forces de l'ordre qui sont payées par nos impôts. On veut bien qu'ils soient républicains, qu'ils protègent les institutions, mais rien ne leur donne le droit de glisser sur le terrain où ils sont en train de glisser aujourd'hui. Le terrain de la torture et le terrain d'être partisans. Et je sais de quoi je parle, et j'espère qu'on pourra revenir davantage dessus tout à l'heure. Voilà, Samuel Motte, je sais que vous ne partagez pas l'avis d'Angelbert Le Bontatchou. Ben, j'aurais bien pu partager si tout ça était couvert du sceau du crédit. Quand on a une objectivité, il vaut mieux pas que l'objectivité soit sélective. Quand on a une reconnaissance, il vaut mieux pas que la reconnaissance soit sélective. Quand on a également de la félicitation à faire, à féliciter des forces de l'ordre, il ne faut pas qu'on ait une félicitation sélective. En ce qui me concerne, dans la République qui est la mienne, s'il y a des actes de torture avérés, ces actes de torture-là seront condamnables. Bonne nouvelle. C'est clair. Non, ce n'est pas une nouvelle. Bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle. C'est la position de RDPC. Elle a été constante et vous pouvez la vérifier à travers le temps et à travers l'histoire. Monsieur Motte, vous savez que je suis pas mal poli. Elle est constante. Vous savez que je suis pas mal poli, oui. Donc je ne vais pas vous couper. Oui, mais simplement pour vous relancer. Oui. Il y a eu une fameuse polémique dans l'extrême nord. Des bébés qui ont été abattus froidement. Je reviens à cela. Maman. Très bien. Nous attendons les conclusions de l'enquête et les sanctions. Attendez. Allez-y, Samuel. Attendez, vous lui avez donné beaucoup de temps, mais je vois que jusque-là, ça ne suffit pas. Et je vous dis tout simplement, effectivement, s'il y a des dérives, dans ce cas-là, ces dérives-là seraient condamnées par le parti qui est le mien. Et à titre individuel également, je peux être amené à les condamner. Mais comment penser, comment donner, prendre pour parole d'évangile des propos qui viennent des militants de MRC? L'histoire ne plaide pas pour le MRC en matière de déclaration. À la date d'aujourd'hui, je peux vous donner un certain nombre de faits qui prouvent que le MRC, c'est un parti de mise en scène. Allons-y.
Fait pour fait. Première déclaration MRC, pas les réseaux sociaux. Hein. Attendez, non, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Super. Vous avez en face de vous un responsable. D'accord. Bien. Fait pour fait. Fait pour fait. Voilà. On est dans la mise en scène quand Fogué se présente dans un plateau de télévision avec un faux plat au pied, en disant qu'on a cassé son pied. Fait pour fait, ça, on est dans la mise en scène quand on crée cette histoire de PV au Conseil constitutionnel. On est dans la mise en scène quand l'Iboum Nissak nous dit vous allez voir ce que vous allez voir. Nous avons mobilisé les plus grands responsables informatiques de la diaspora. Ils vont vous cracher des résultats qui n'existent pas. On est dans la mise en scène quand on est dans les manifestations permanentes. On est également dans la mise en scène dans ce genre de déclarations. Je n'ai eu aucun fait. Je n'ai eu aucun fait. Voilà les faits. Non. Ça, c'est des faits. C'est des déclarations. Ah, ben voilà. Mais je voulais la mise en scène de PV, tout le monde l'a vécu en monovision. On ne va pas revenir dessus. Je vous dis tout simplement que on ne va pas revenir dessus. Lorsqu'on est dans ce cycle-là, on est dans la mise en scène. Et bien entendu, j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, que les gens vont descendre dans la rue pour pouvoir dire nous sommes des victimes. Voilà, on nous a torturés. Notre armée ne peut pas être une armée de torture. Notre armée est une armée républicaine avec un certain nombre de codes éthiques et déontologiques qui fait que cette dérive-là ne peut pas arriver. Mais bien entendu, il peut y avoir des bavures. Et s'il y a des bavures, monsieur le bon Dachois, vous portez plainte. Vous ne montez pas à Mondo Vision parce qu'effectivement, la mécanique de MRC de tout temps a été celui de dire on va essayer de faire un certain nombre de déclarations très souvent fumeuses. Quand je donne des faits, il me dit que c'est des déclarations, ce n'est pas des déclarations. C'est vous qui êtes dans la déclaration, monsieur. Vous faites des déclarations tapageuses comme celle-là en pensant qu'effectivement, vous allez heurter un certain nombre de sensibilités pour pouvoir les pousser à l'émeute. Okay. Et à la limite, non, je n'ai pas terminé. Et à la limite, aujourd'hui, on va parler de liberté tout à l'heure. Oui, je suis disposé à ce qu'on parle de liberté, mais de manière assez franche. Je veux dire, quand on orchestre un certain nombre de mécaniques qui mettent en mal l'ordre républicain, qu'est-ce que vous avez comme recours? Vous avez un certain nombre de recours, un certain nombre de la puissance publique qui se déploie pour pouvoir faire en sorte que la mauvaise graine ne prenne pas le dessus sur le vrai. Et pour le reste, effectivement, je vous signale, et je le répète, s'il y a des actes de torture avérés, nous sommes dans une république, vous portez plainte, vous ne montez pas dans les plateaux de télévision en pensant que ce qui n'a pas pu se faire le 8 octobre, quand je dis qu'on est dans la mise en scène permanente, je me parle des déclarations. Quand on fait une grosse déclaration le 8 octobre, on est dans la mise en scène. On est dans la mise en scène, dans la perspective de penser que, effectivement, une fois qu'on aurait déclaré que j'ai transformé ou alors j'ai gagné une élection, ou j'ai transformé un penalty, il y a des émeutes qui vont être créées à travers le pays. On est dans la mise en scène permanente, non pas pour revendiquer des droits, des droits fondamentaux. On est là dans la mise en scène pour pouvoir penser qu'il y aurait un déclic qui viendrait un jour. Okay. Je me rappelle encore, déclaration pour déclaration, Maître Ndoki, il dit, en direct, là également ce n'est pas, c'est des faits, elle dit, on nous a mis en débandade parce que nous ne sommes pas sortis nombreux pour pouvoir manifester, sortir. Première chose. Deuxième chose également, déclaration pour déclaration, cette dame-là vous dit, ah ben vous savez, je suis très admiratif de ce qui s'est passé au Sénégal avec le ballet citoyen. Mais en même temps, là on peut penser que l'ordre républicain a joué. Mais en même temps, je suis très admiratif de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina Faso, nous sommes tous conscients sur ce plateau qu'on a eu face à des émeutes. Si vous pensez qu'il y a une république qui a une la république des émeutes, ce n'est pas la mienne. Okay. Alors, juste une seconde. Oui, c'est vrai que je n'aurais pas. Il va parler aussi. Ça, c'est clair. Tout le monde parlera. Oui. C'est vrai que je n'aurais pas la même intelligence que M. Mott. Vous êtes nettement plus intelligent que moi, je vous le concède. Pour parler de 20 sujets en 2 secondes. Mais je voudrais qu'on reste concentré sur le sujet principal. On est sur le sujet. C'était le sujet d'entrée, ce n'était pas des mises en scène. Même si, quand vous avez cité Michel Ndoki, même si quand on avait tiré sur elle, vous étiez parmi les premiers à dire que c'était mise en scène et que elle était allée faire du make-up, du maquillage sur ses cuisses. C'est pas grave. Nous vous le concédons. Monsieur Mott, ce que j'ai retenu ce soir, c'est que vous avez dit, donc vous avez pris l'engagement devant le peuple camerounais, que s'il est avéré que des militants du MRC, que les militants du MRC ont été torturés le 8 après avoir été interpellés. Vous allez les sanctionner. Je suppose que quand vous dites vous... Nous, la République prendra les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent être sanctionnés. Et l'histoire retiendra donc que
à travers toutes les plaintes que nous avons introduites. Et rassurez-vous, nous on a bien compris que nos plaintes introduites au niveau du Cameroun ne prospèrent pas. Parce qu'évidemment, les institutions sont à votre solde. Mais sauf que le Cameroun a ratifié un ensemble d'accords, de traités. Maître, c'est de quoi je parle. Monsieur, personne ne vous a invité en 1993 à Vienne. Ouais. Lorsque les gens décidaient des nations 171 en tout, c'était mis ensemble pour dire que dans un monde civilisé, il est inadmissible que l'on traite des civils dans l'exercice de leur activité politique, qu'ils soient en tort ou pas, qu'on les traite de la sorte. Okay. Donc, je prends des Camerounais témoins. Apportez les faits, Angelbert, c'est vous qui êtes dans la déclaration. Merci. Apportez les faits. Albert Natola, ici, vous avez suivi ce communiqué, on a appelé ça hier, la guerre des communiqués entre Olivier Bibou-Nissak et le ministre de la Communication, par rapport aux événements du 8. Écoutez, je commençais à croire que je suis venu assister à une Oui, c'est pourquoi je vous dis, allez-y donc, je vous donne la parole. Merci. Mais écoutez, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait la guerre des communiqués de part et d'autre. Vous avez la version du gouvernement, vous avez la version du MSC. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le débat est focalisé uniquement sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, parce que s'agissant justement des bavures, puisque c'est le mot qui a été utilisé. C'est les militants du MRC qui disent qu'ils ont été torturés. Tout le temps, c'est normal. Tout le temps, je passe sous le contrôle de maître Kaka. Très souvent, il y a des citoyens ordinaires qui sont, disons, brimés, bastonnés dans les brigades, voire dans les commissariats, parce qu'on voudrait leur extorquer. Donc moi, je ne voudrais pas beaucoup m'appesantir sur le cas du MSC. Mais je voudrais en même temps évoquer une problématique. Est-ce qu'il y a des tortures quand même dans ce que vous voulez? Je n'ai pas de brimade. Oui. Je voudrais assumer mes propos. Bien, merci. Je ne voudrais pas aller dans... voilà, j'assume mes propos. Maintenant, je voudrais également quand même énoncer un fait. Que la loi, je parle également sur le contrôle des juristes, M. Kaka, à savoir que le Cameroun est sous les libertés au Cameroun. Permettez, oui. Je vous ai donné le thème en journée. Tout à fait. J'ai parlé de torture. Vous aurez pu me dire que non, le terme là ne sied pas avec vous, vous ne venez pas à l'émission. Non, je suis en train de vous dire, ce sont vos thèmes, je vous dis... Non, ce ne sont pas mes termes, c'est l'émission, c'est la thématique de l'émission. Vous auriez pu me dire en journée que le thème là, il ne m'arrange pas. Parce que là, moi je vous parle de torture, vous me dites que non, vous assumez, vous parlez de brimade. Moi je parle de brimade. Je ne parle pas de torture parce que je ne voudrais pas utiliser les mêmes mots que vous à ces gens-là. Parce que je suis en train de dire tout à l'heure, le juriste, M. Kaka va nous dire si ce qui se passe dans les brigades de gendarmerie ou dans les commissariats, c'est de la torture. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'étais sur le point de dire que au Cameroun, nous avons deux régimes en termes de liberté publique. Nous avons le régime déclaratif, nous avons également le régime d'autorisation. Et il me semble que c'est le régime déclaratif qui est beaucoup plus utilisé pour ce qui concerne notamment les récépissés, le dépôt des récépissés, notamment du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a bien évidemment s'est rapproché, a essayé d'être en conformité avec la loi, parce qu'ils ont déposé justement des demandes de manifester devant les autorités compétentes qui ont opposé une fin de non-recevoir, expliquant, comme vous l'avez indiqué tantôt, qu'il s'agit de manifestations qui peuvent porter atteinte à l'ordre public. Partant donc de ce fait, ça veut donc dire qu'il s'agit d'une manifestation interdite, donc illégale. Maintenant, la suite, est-ce que les forces de l'ordre, puisqu'il s'agit ici des forces de l'ordre et non de l'armée, est-ce que les forces de l'ordre ont le droit, parce que les manifestants, j'allais dire, les militants du MSC affrontent la loi, ont le droit justement de brumer ou bien de porter des voix de fait, c'est le terme qu'il faut utiliser, de porter des voix de fait sur des citoyens? Je crois que non, parce qu'il y a d'autres instances qui sont habilitées à le faire. Donc, de mon point de vue,
il est question ici donc de convoquer la loi et que la loi soit appliquée des deux côtés. Ok. Oui, Maître Kaka. Oui, en fait, moi je voulais, excusez-moi, je ne suis pas très en forme ce soir, mais en fait, je tiens à faire observer, oui, tout à fait. Ce que je veux faire observer, c'est que je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'étais jeune avocat. Il y a 2 commissaires de police qui étaient responsables dans 2 commissariats de Yaoundé, qui avaient été sanctionnés, condamnés pour les faits de torture. Merci. C'est pour dire ceci, en fait. Je ne veux pas rentrer dans des querelles de politique politicienne, permettez-moi le mot, mais ce que je vais relever ici, c'est que je continue à penser que le Cameroun, c'est un état de droit. Et vu sous cet angle, j'ai le sentiment, et même la conviction que ce que M. Dachoua vient de nous rapporter, là, de mon point de vue, est très grave. Et si cela s'avère vrai, je pense que les MRC a des juristes très compétents, que je connais. Ils vont saisir les juridictions de notre pays, et les juridictions de notre pays vont sévir. Cela nous fait l'homme d'aucun doute. Maintenant, je voulais revenir sur un aspect qui me semble assez important, parce que tout à l'heure, le débat a chopé sur les questions de liberté qui semblent être bafouées dans notre pays. Mais ce qu'on doit relever, c'est que aujourd'hui, nous pouvons blâmer notre gouvernement de piétiner les libertés publiques dans ce pays. Alors que ce qu'on appelle les libertés dans un pays comme le nôtre, c'est quelque chose qui a été protégé par la Constitution. Oui, justement. Maintenant, ce qu'il faut quand même intégrer dans notre analyse, c'est que l'expression d'une liberté est encadrée. Il y a des lois qui ont été votées. Parce que lorsque vous prenez les dispositions de la loi numéro 90, base 055, du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun, vous allez vous rendre compte que autant les citoyens ont la liberté de manifester, autant ces libertés de manifester sont doivent être encadrées. Maintenant, ce que je dois quand même observer, et ça je le dis, la main sur le cœur, c'est que ce qui cause souvent problème, c'est que le motif invoqué par l'autorité administrative pour interdire une manifestation, de mon point de vue, est généralement fallacieux. Ils ont le mot trouble à l'ordre public. Voilà, justement, la question se pose, maître, dites-nous, qu'est-ce qu'on met dedans dans trouble à l'ordre public? Expliquez aux téléspectateurs. Non, avant même de vous expliquer ce qu'on appelle trouble à l'ordre public, il faut d'abord commencer par définir ce qu'on appelle l'ordre public. Voilà. L'ordre public, tel que le lexique des termes juridiques définit cette notion, c'est un état, j'allais dire, qui renvoie à la paix sociale. C'est-à-dire qu'une société qui vit dans la paix, c'est un état social qui renvoie à la paix, qui renvoie à la sécurité, qui renvoie à la tranquillité publique, qui renvoie, j'allais dire, à la salubrité publique. Ça veut dire quoi? Voilà une ville comme Douala. Normalement, ce qu'on appelle l'ordre public, tout ce qui rentre dans la salubrité, c'est l'ordre public. Tout ce qui rentre dans la tranquillité. Les gens qui troublent, par exemple, je vois des bars. Moi, j'ai un bar pas très loin de la maison qui fait la musique toute la nuit. On lui sert pas, c'est pas trouble à l'ordre public. C'est un trouble à l'ordre public. Mais il continue. Voilà. Maintenant, les églises, tout ça, c'est ce qui tempête dans les quartiers. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ces gens. Pourquoi l'autorité ferme les yeux là-dessus? Justement, c'est à ce niveau que nous autres, nous trouvons qu'il y a un problème. Parce que si, aujourd'hui, parce que les gens ne le savent pas, un citoyen normal dans un pays comme le Cameroun, c'est un acteur de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit contribuer à ce qu'on appelle la gouvernance du pays. Lorsqu'il faut gouverner le pays, il faut écouter les citoyens. Et les citoyens ont les moyens d'exprimer leur point de vue. Ils peuvent le faire en marchant. Mais le problème ici, dans la marche, c'est que la marche reste pacifique. Si quelqu'un manifeste, il marche sans, j'allais dire, créer le désordre, sans s'attaquer aux édifices publics, sans s'attaquer aux propriétés privées de la ville, on ne peut pas prétendre
qui troublent l'ordre public. Donc, de mon point de vue, le problème qui se pose dans les débats que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut que les autorités administratives cessent d'utiliser la notion de trouble à l'ordre public comme une arme de destruction massive et aveugle. Parce qu'on a le sentiment que ils ont pris tout, ils ont mis dans cette notion. Comme M. ici le disait tout à l'heure, quand on parle des manifestations publiques, sachez que le régime qui est applicable, c'est le régime de la déclaration. Ça, il suffit de déclarer votre manifestation, l'autorité administrative va recevoir votre demande, et vous délivrez votre déclaration, c'est pas une demande, de votre déclaration, il va s'assurer que la déclaration formulée porte le nom de l'auteur, parce qu'il faut un responsable. Quand il y a une manifestation, pour répondre en cas de problème. On regarde son nom, son prénom, sa résidence, sa profession, on essaie de l'identifier. Et l'objet. Et l'objet, voilà. Et le lieu. Voilà. Parce qu'il y a des moments où s'ils estiment que, voilà, les gens qui veulent par exemple aller manifester à l'université, on estime que non, c'est un lieu sensible. L'autorité peut décider que non, la marche ne peut pas avoir lieu là-bas. On vous impose un itinéraire. Voilà. Mais je dis, lorsque la demande est formulée de manière régulière, de manière légale, de manière, j'allais dire, à convaincre l'autorité que la manifestation projetée ne présente aucun danger pour l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas le droit de l'interdire. Maintenant, lorsqu'il interdit, c'est là également que j'estime que parfois les manifestants n'ont pas souvent raison. Parce que lorsque l'autorité administrative interdit, il le fait généralement. Il y a des voies de recours parce que c'est un acte administratif qui prend. Est-ce que lorsqu'il a interdit, le manifestant doit se faire justice? Je n'en suis pas sûr. Donc, ce que je voulais faire observer, c'est que la situation que nous observons, quand nous l'analysons, on a l'impression que les responsabilités sont parfois partagées. Autant l'autorité administrative commet des abus en interdisant de manière fallacieuse les manifestations, autant certaines manifestations restent dans la logique de l'affrontement. Et c'est ça qui donne parfois les résultats totalement catastrophiques au niveau de la société. Voilà, je vais vous lire donc l'article 8, le sous-préfet de cette loi. Le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement le récépissé. Alinéa 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, premièrement, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ou interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Angèle Bell, bon d'accord. Les déclarations, c'est ça? C'est le régime de la déclaration. Voilà, vos déclarations, est-ce qu'après interdiction par les autorités compétentes, vous avez tenté ce que la loi permet dans ce cas-là? Oui, bien sûr. Est-ce que les sous-préfets vous ont imposé à signer un autre lieu ou bien un autre itinéraire? Vous savez, tout à l'heure on parlait de troubles à l'ordre public. Oui. Vous avez vu prendre beaucoup de notes. Oui, tout à fait. J'ai vu la prudence de mon frère, Maître Cac. Maître Cacac. Je le comprends parce que le droit est une science. Oui. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, le droit est une science. Et là, il a réagi vraiment comme un scientifique. Alors, sauf que moi, je suis un politicien. Oui. Vous comprenez bien. Je ne me le cache pas. Je pense que c'est à ce titre que je suis ici. Et on a l'habitude depuis très longtemps de parler de troubles à l'ordre public. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on a constaté que c'est un trouble à la jouissance publique. C'est-à-dire que c'est un trouble de la tranquillité de certains despotes, de certains détourneurs. Je ne vais pas être grave, c'est un mot français qui est poli. C'est un trouble de certains jouisseurs. On les comprend. C'est poli, hein, jouisseur. Je vous dis. Hein. Alors, le Cameroun, personne ne dira le contraire, est un pays de loi. C'est un pays de loi. Mais il n'est pas un pays de droit. C'est-à-dire que le droit, c'est cette façon-là de mettre les lois en harmonie, les respecter, de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné par la vie de la cité. Aujourd'hui, nous avons des lois
que nos dirigeants utilisent en fonction de leurs intérêts pour mettre certains citoyens hors de la vie de la cité. Et pour répondre à votre question, Serge Alain, et vous avez utilisé cet article 8, c'est clair. Quand le sous-préfet reçoit demande d'autorisation, il délivre tout de suite un récépissé de déclaration. Non, S'il estime... Juste une parenthèse. Non. C'est pas tout de suite. C'est là, j'ai juste une parenthèse. Hein. Oui. Il ne fait pas tout de suite. Il examine. Bien sûr. Non, le récépissé tout au long. Non. Le récépissé. On dit immédiatement, mais. On dit immédiatement. Mais dans la pratique, c'est pas ce qui se passe. Ok, bon voilà. Alors, je continue. Le sous-préfet qui en reçoit la déclaration. Le sous-préfet. D'accord. Alors, je continue. Le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement. C'est clair. Ça, c'est clair. Immédiatement. Voilà. Mais c'est Loacha, reconnaissez-le, c'est appliqué en ce qui concerne le récépissé immédiatement. Vous parlez du Cameroun ou du Tchad? Je parle bien du Cameroun. Bon, d'accord. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas reçu immédiatement. C'est Jalin. Je pense que c'est clair. Hein? Tous les Camerounais sont témoins de toutes les déclarations qui ont été faites. Les récépissés ne sont pas délivrés immédiatement. Ça, c'est clair. On a par contre plus tard, d'accord, une note du sous-préfet qui vient interdire la manifestation après que la demande ait été introduite. Alors, et c'est là où on parle maintenant de risques graves, hein, de troubles à l'ordre public. Moi, comme par hasard, j'ai fait un peu de mathématiques dans ma vie. Et en mathématiques, il y a ce qu'on appelle, Monsieur Motte. Oui, je vous suis. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle les suites logiques. Hein? Des suites logiques. On va parler des suites logiques, effectivement. D'accord. Alors, le MRC existe depuis 7 ans. Oui. Comme j'aime bien à le rappeler, parce qu'en 7 ans, nous avons fait des choses formidables. Juste en 7 ans. Oui, c'est pourquoi c'est avec beaucoup de plaisir que je dis que le MRC existe depuis 7 ans. En 7 ans, le MRC, de toutes ces manifestations, je dis bien de toutes ces manifestations organisées, n'a jamais, alors, et à grand jamais, c'est-à-dire même pas une fois, à grand jamais, troublé l'ordre public au cours de ces manifestations. Alors, si les sous-préfets avaient fait un peu de mathématiques, ils comprendraient que la suite logique ici est 0. On va parler. Donc, il n'y a pas de... J'espère que j'aurai l'occasion de parler de suite logique. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on puisse opposer au MRC qui organise une manifestation, fût-elle marche, d'opposer une interdiction pour trouble à l'ordre, pour risque grave de trouble à l'ordre public. Rien ne le permet, sauf que, et c'est là où je répondais à Maître, on est dans un pays de loi, mais nous sommes loin d'être dans un pays de droit. Voilà. Okay. Juste un détail. Permettez Anatole d'abord. Je vous donne la parole. Vous laissez une date parler et puis... Non, je vous donne la parole, ça même. Je vais vous donner la parole. Très bien. Anatole. C'est vrai, j'apprécie le fait que M. Dachoua, il a sanctuarisé, n'est-ce pas, sa position, c'est-à-dire en tant qu'homme politique. Et bon, il ne faut pas que qu'il y ait une sorte de passe d'âme entre le RDPC et le MSC sur pourquoi j'ai voulu vous mettre au milieu. Ah, absolument. Lorsqu'il s'agit de mettre la parole, on le fait de bon cœur. Non, du tout. Voilà, alors, en fait, comme je l'indiquais tantôt, ces gens-là, le Cameroun, c'était l'état de droit. Parce que si le Cameroun n'était pas un état de droit, nous ne serons pas sur ce plateau en train de débattre des questions, des questions aussi sérieuses que les libertés publiques. Donc, je pense qu'en matière de liberté publique, il y a un problème. Il y a un problème parce que depuis la dernière élection présidentielle, j'ai le sentiment, pour ne pas emprunter le terme de l'ordre, un glissement au niveau de l'expression de ces libertés. Et il ne faut pas qu'il y ait également une sorte de posture de défiance vis-à-vis des institutions de la République. Et lorsqu'on parle des institutions de la République, c'est la loi. Et c'est la loi, et ce sont les lois qui encadrent le jeu démocratique. Et ce jeu démocratique, c'est fondamentalement ce que le MSC essaie de faire depuis au lendemain de cette élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des voies de recours. Ça veut dire que lorsque vous introduisez
une déclaration de manifester et qu'elle fait l'objet d'un rejet par l'autorité compétente, il y a des voies de recours. Je ne suis pas certain que ces voies de recours aient été épuisées. Ça, c'est d'un de deux. Maintenant, l'élément, les forces de l'ordre qui ont la responsabilité justement de veiller sur l'ordre public, qui prennent sur eux de porter des voies de fait, de commettre des voies de fait si des citoyens, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, sont en train justement de violer la loi. Et de ce point de vue, il est important que c'est lui qui se sent justement, qui pense que ses droits sont bafoués, puis saisir justement le juge compétent. Ça, c'est le jeu démocratique. Maintenant, j'ai le sentiment, parce que lorsque j'écoute la posture de M. François, j'ai le sentiment que justement, puisqu'il refuse de nous accorder ces autorisations de manifester, nous allons les obliger à... Enfin, on va les mettre dos mur, quitte à ce qu'on puisse présenter le Cameroun comme étant justement une dictature pour revenir à votre thématique. Samuel Motte. Allez-y, Tom. Samuel. J'ai comme l'impression qu'aux yeux de mon cher frère Ndachoua, le droit n'est droit que aussi longtemps qu'elle autorise ou tolère mes dérives et mes transgressions. Le droit également, et la loi, elle peut penser également, à un moment donné, me donner tort, parce qu'elle estime que sur l'esprit et sur la lettre de la loi, j'ai fait une transgression. Et on ne veut pas dire qu'un État est droit parce qu'elle autorise toutes sortes de dérives. La première chose, parlant de cette loi, je confirme, et vous voudrez bien que vous le suivez dans son esprit à la lettre, quand on vous dit qu'il y a une récépissé qui est donnée, vous savez pourquoi le récépissé est demandé? C'est pour avoir un droit de contrôle sur l'administration. Parce qu'une fois que vous avez déposé votre déclaration à manifester et que vous n'avez pas reçu de récépissé, l'administration peut dire nous n'avons jamais rien vu. Et donc, on n'avait même pas à se prononcer sur le caractère légal ou illégal de la manifestation. Ou alors de la potentialité pour cette manifestation-là de mettre en cause l'ordre public. Même si nous admettons que dans un certain nombre de cas, on n'est pas très exigeant à demander ce récépissé, à partir du moment où l'administration vous a répondu en disant qu'elle autorise ou interdit, nous pouvons considérer que le premier risque, qui était ici celui de s'assurer que l'administration ne va pas un jour dire « je n'ai jamais reçu de telle déclaration » est couvert. Et donc là, on peut progresser. Maintenant, en ce qui concerne la loi, nous devons être également respectueux de nos organes qui réglementent la vie en communauté. Et en la matière, nous avons une instance. Les instances doivent être également respectées. Quand on vous dit à l'intérieur de la même loi qu'on donne la possibilité à l'administration de se prononcer sur le caractère dangereux ou non de la manifestation, ce sera de son pouvoir de le faire. S'il le fait à tort, nous avons devoir de recours. Mais sauf que je n'ai pas fini. Ils ont l'impression que c'est toujours le côté dangereux qui prime. Je n'ai pas fini. C'est toujours dangereux. Je n'ai pas fini. Oui. Et en cela, c'est ça qui revient toujours. Et en cela, l'instance qui donne cette autorisation à manifester, là, s'appuie sur un certain nombre d'analyses. Oui. Parmi lesquelles les données historiques. Il a voulu me prendre tout à l'heure sur son histoire de suite logique. La suite logique. Allons dans la suite logique. Est-ce que lorsque... Ce qui concerne le MRC, hein? Je parle bien du MRC. D'accord. Est-ce que lorsque le 8 octobre, nous disons nous avons gagné une élection, alors que nous avons que entre nos mains qu'un certain nombre de PV seulement, qu'est-ce qu'on recherche à travers une déclaration comme celle-là? Potentiellement, on veut créer une émeute. Je peux répondre? Non, vous n'avez pas à répondre, vous allez me laisser terminer. D'accord. Lorsque chaque fois on a engagé des procédures pour pouvoir dire nous avons gagné cette élection, y compris la procédure au Conseil constitutionnel, quel est le but qui est recherché? C'est effectivement de prendre les Camerounais dans leur sensibilité en pensant qu'une émeute se fera. Lorsqu'on organise les manifestations pour pouvoir dire non au hold-up électoral, pour une élection qu'on sait naturellement qu'on a perdue, on ne peut pas dire que le fait historique plaide pour soi. Et dans ces conditions-là,
vous n'avez pas besoin d'aller casser. Pour qu'on puisse assurer que potentiellement vous êtes porteur de gènes qui peuvent remettre en cause l'ordre public. Lorsque nos ambassades sont saccagées et que j'entends aujourd'hui que les gens veulent se dépatouiller pour pouvoir couper le lien ombilical entre les manifestations de Paris, de Berlin et ailleurs, pour pouvoir dire que ce n'est pas nous, on ne peut pas dire que le fait historique plaide pour qu'on puisse autoriser une manifestation de MRC. Et dans ces conditions, à tort ou à raison, mais très souvent, ce qui me concerne, je pense que c'est à raison qu'on le refuse. Lorsqu'on s'inscrit dans cette logique-là de dire chaque fois on va faire une mise en scène de telle manière à pouvoir chercher un déclic, à trouver un déclic, on est dans la mise en scène et ça, c'est des comportements dangereux. Le jour où le MRC, ça s'agira comme l'ensemble des autres partis se sont apaisés, effectivement, il n'y aura aucun problème à pouvoir manifester. On a le droit également, mais en même temps, nous sommes dans une république. Ne voulons pas cette la palissade qui consiste à dire ma liberté à moi finit là où celle de l'autre commence. Et celle de l'administration également, c'est d'ailleurs, ce n'est même pas un droit, c'est même un devoir, qui est celui de maintenir l'ordre public, commence là où effectivement les gens commencent à devenir dangereux dans leur démarche. On est dans la mise en scène permanente, non pas pour revendiquer un droit fondamental, mais on est là pour la manipulation. Et dans le cas d'une manipulation, une manipulation par essence, c'est une manœuvre dolosive. Et quand vous commencez à faire des entourloupes sur la place publique, je crois quand même qu'il y a une autorité qui doit prendre la responsabilité de vous arrêter. Ok, je vais revenir à vous, Maître Kakak et Bernardo là ici. Vous avez vu, c'est très intéressant. Direction le studio du journal où nous attend Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant Cédric, au menu ce soir. Ce soir, le Cameroun encore meurtri à la suite d'une violente attaque terroriste meurtrière survenue à l'extrême nord. Le ministre de la Défense s'est exprimé sur l'attaque survenue à Darak, non loin du bassin du lac Tchad, là où le bilan officiel est lourd. Près de 16 soldats camerounais qui ont payé de leur vie pour défendre cette localité, 8 civils tués et environ 64 terroristes de Boko Haram neutralisés selon le bilan officiel communiqué par le ministre de la Défense. Vous suivrez dans le journal de 20h la version officielle du gouvernement sur les circonstances de cette attaque violente et meurtrière à l'extrême nord du Cameroun. Et sur un autre front de guerre, dans les régions anglophones, vous verrez dans le journal de 20h l'arsenal de guerre utilisé par ces groupes armés séparatistes qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelques armes ont été saisies lors des opérations menées par les forces de défense et de sécurité. Et le ministre de la Défense, lors de sa récente visite dans ces deux régions, a pu toucher du doigt cet arsenal de guerre utilisé par ces groupes armés séparatistes. Cela permet de voir comment est-ce qu'ils peuvent se procurer ces armes, quels sont les circuits par lesquels ces armes peuvent être introduites au Cameroun. Nous en parlerons ce soir, Serge Alain. Et au lendemain de la création d'une commission d'enquête gouvernementale pour faire la lumière sur les causes de l'incendie de la Sonara, la société civile et l'opposition n'y croient pas vraiment aux capacités du gouvernement de pouvoir mener une telle enquête en toute impartialité et indépendance afin de livrer des conclusions claires et pouvoir prévenir ce type d'incident. Nous en parlerons également ce soir et vous suivrez dans la page sport la liste des lions indomptables retenus pour cette compétition très attendue Cannes Égypte en 2019. Qui sont les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés? Quelles sont les raisons, les motivations du coach des Lions Indomptables? Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, Cédric Noufélé, toute la rédaction pour vous servir dans un instant le journal de 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal.
Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie de Angèle-Bert Le Bon Datois, Albert Anatole Haïssi, Maître Simon-Serge Kaka et Samuel Maud. Samuel Maud, vous avez suivi. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de l'opposition et de la société civile par rapport à cette commission et Lundou et Somba? Pour l'opposition, on va parler du SDF qu'on a vu dans le reportage. J'aimerais voir plutôt une commission parlementaire. Tandis que la société civile parle beaucoup plus d'experts. Parce que nos parlementaires ont des compétences techniques pour pouvoir analyser un phénomène comme celui qui s'est passé. Arrêtons de tout politiser quand même. Tout à l'heure, là, il a prononcé en début de notre entretien, il est revenu sur les incidents qui sont passés à Maroua, où effectivement un certain nombre de soldats sont sortis des rangs pour pouvoir commettre un certain nombre de crimes crapuleux qui ont été par la suite condamnés. Condamnés? Oui, ils ont été condamnés par la suite, mais il faudrait également que tout ne puisse pas être politisé. Et là également, parce qu'il disait, on veut savoir si les gens ont été condamnés. Quand on commet une commission d'enquête, ce n'est pas nécessairement pour faire communication de l'ensemble des constats. L'idéal, quand on prend une commission, on commet une commission d'enquête, c'est premièrement pour savoir, deuxièmement pour tirer toutes les conséquences nécessaires. Vous êtes sérieux, M. Motte, et ne pas les rendre publiques. Les conséquences nécessaires ne sont pas nécessairement publiques. On ne les rend pas publiques. Ne sont pas nécessairement publiques. Heureusement que les Camerounais vous écoutent. Ils savent que ne sont pas nécessairement publics, veulent dire que il n'y a jamais eu de suite. Je ne suis pas à ce qui me concerne dans la mise en scène. C'est dans le cadre de la mise en scène qu'on a besoin des spectateurs. C'est dans le cadre de la mise en scène qu'on pense que tout doit être public. Pour ce qui est de la politique et pour ce qui est de la gestion de la chose publique, on peut également admettre qu'il y a un certain nombre d'informations sensibles qui ne sont pas destinées à tout le monde. Ah mais dis donc. Mais oui. Et on annonce de manière publique qu'il y a une commission d'enquête. Bien. Je ne sais pas la peine de faire sur cette situation, sur cette commission, elle n'a pas encore rendu son rapport. On parle de 30 jours, mais l'opposition dit déjà que non, les choses sont biaisées déjà dès le départ. Écoutez, ces gens-là, vous savez, la Sonara, c'est un outil de souveraineté. Je pense que 30 jours, c'est très peu. Parce que si vous avez eu le privilège d'aller de ce côté-là, pour l'ampleur des dégâts. Non seulement pas par rapport à l'ampleur des dégâts, mais surtout les installations avant le sinistre. Vous voyez que c'est assez gigantesque pour qu'on puisse, de bout en bout, faire une expertise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il faut, sur place, mettre une commission constituée d'experts, pas une commission parlementaire, c'est-à-dire des politiciens. Je pense que lorsqu'on parle de la Sonara, c'est un outil très sérieux. C'est une enquête parlementaire d'abord. Pour établir quoi? Pour l'écho, pour faire quoi? Je pense qu'il faut, comme tout à l'heure disait monsieur Samuel Maud, il faut éviter de politiser cette affaire-là, parce que lorsqu'on parle d'une société de raffinage qui est un outil de souveraineté, comme il l'indiquait, ça concerne les techniciens. Ça concerne les experts. Et je pense que ça devrait faire l'objet, par rapport à sa constitution, on devrait avoir... Ils sont 16 membres. Ça devrait être assez cosmopolite. Non, ça devrait être cosmopolite, c'est-à-dire ça devrait être une commission, c'est-à-dire un comité indépendant, pas une commission, un comité indépendant. Constitué des experts indépendants, c'est-à-dire des nationaux qui ont de l'expertise à la matière, et ensuite, par rapport confié à un cabinet. Et c'est vrai quand même que là encore, les politiciens vont nous faire comprendre que c'est beaucoup d'argent qui va être payé, qui va être payé aux gens qui vont nous rendre une copie qui va ne servir à rien. Mais je pense que 30 jours, c'est très peu pour faire le point de la situation. Okay. Cependant, je crois quand même que ce qui est intéressant de retenir, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu ce sinistre, qu'il faut déplorer, parce que on ne sait pas pourquoi est-ce que le matériel de génie civil, j'allais dire de protection civile, qui est en place, n'a pas été utilisé. Parce il faut quand même préciser qu'il a fallu attendre que les pompiers partent de Douala pour aller éteindre ce feu-là, alors que sur place, il y a un matériel de pointe
qui a été installé au niveau de ce site, qui est sensible, qui est un site à risque, pourquoi est-ce que la SONARA n'a pas formé un personnel qui a de l'expertise en cas de pépin pour pouvoir justement, non seulement en cas de sinistre, intervenir rapidement, mais pourquoi être dépendant, puisque au départ, on nous a fait comprendre qu'il s'agit d'un court-circuit qui est à l'origine de ce sinistre. Dans tous les cas, il s'agit encore de quelque chose qui va coûter beaucoup de milliards aux contribuables camerounais pour être réhabilité. Ok. Angèle, le bon docteur. Alors, bien ce dossier SONARA, Angèle. Une commission d'enquête de 16 membres. J'ai rien contre les fonctionnaires. Au contraire, je pense qu'ils sont habiles sur d'autres terrains. Mais sur ce terrain-là, pour la SONARA que je connais, je pense que ça sera exactement comme les autres enquêtes. Comme l'enquête de la Camrail, du déraillement de la Camrail, enquête annoncée à grande pompe, et jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans l'attente des conclusions de cette enquête. Je suis d'autant plus sérieux, Monsieur Motte, que je pense que nous ne percevons pas suffisamment la gravité de ce qui arrive. Et qu'on risque, c'est vous qui parliez de théâtre tout à l'heure, on est en train de faire de la théâtralisation, tout comme on l'a fait dans la crise anglophone. Mais sauf que là, nous sommes en train de jouer avec 1000 emplois, nous sommes en train de jouer avec plus de 2000 emplois indirects, nous sommes en train de jouer avec la vie socio-économique dans une partie du pays qui, dans quelques jours, ne va ressembler à rien. Je dis ça ne va aboutir à rien. Pourquoi? Monsieur Motte, la SONARA a eu 3 directeurs généraux depuis sa création. 73, le DG nommé en 78 et l'exploitation a commencé en 81. Monsieur Benaïdine, ingénieur. Monsieur Charles Metouk, ingénieur. 2. Pardon? Deuxième DG. Deuxième DG. Oui. Le 3e DG. 3. D'accord, 3. Le pauvre nouveau DG n'est là que depuis janvier. Mais le 4e, je ne le compte véritablement pas. Parce qu'il n'a même pas encore eu le temps d'installer ses bureaux. Il n'est là que depuis janvier. Donc, je croyais que c'est les bâtonnets qui faisaient défaut, mais continuez. Mais c'est pas grave. Alors, vous voyez bien que je me suis retrouvé finalement. Oui, avec les bâtonnets. Et je sais pourquoi. Le dernier ne m'intéresse pas. Parce que dans une raffinerie, pour prendre ces marques, il vous faut au moins 2 ans. Les malheurs, je peux les énumérer comme ça rapidement. Je n'ai rien contre M. Talba. C'est un monsieur que je respecte, qui a mon estime. Ça, vous pouvez me croire. Mais je pense qu'on l'a mis à un endroit qui n'était pas fait pour des administrateurs civils. Allez-y. Allez-y, Angèle. La SONARA a connu ces véritables problèmes indépendamment du fait que sur le marché international, les cours mondiaux fluctuaient. Mais la SONARA a connu ces vrais problèmes à partir du moment où des administrateurs civils se sont installés à Limbé. Parce que M. Talba arrive avec tout son staff de la CSPH pour gérer une entreprise aussi sensible et technique que celle-là. Vous pouvez dire faux. Vous aurez le temps de dire le contraire tout à l'heure. Oui, une commission, on ne va pas au Cameroun réinventer le fil à couper le beurre. C'est comme s'il y avait un crash d'avion et vous ramenez tous les fonctionnaires pour faire une enquête sur les crashs. Dans tout domaine, il y a ce qu'on appelle des procédés. Quand il y a une explosion dans une raffinerie comme celle-là, partout dans le monde, ça s'est vu. C'est un organe indépendant pour plusieurs raisons. Vous savez quoi? Il y a des assureurs là qui regardent tout ce cinéma, qui après vont vous dire tout ce que vous avez fait là ne nous arrange pas. Et ces enquêtes vont recommencer à zéro. Sauf si vous avez déjà commencé une enquête et vous êtes donc sûr que vous allez porter entièrement la responsabilité. Et à ce moment-là, ça ne dérangera personne, sauf que
il y aura que nos poches, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, pour pleurer de nouveau. Ok. Maître Kakaktabo. Oui, en fait, ce que je voudrais faire observer, je suis partiellement d'accord avec M. Dachoua. Partiellement. Partiellement, parce qu'en fait, ce qu'il a dit pour chuter me semble d'une pertinence légendaire. Parce que lorsque nous caricaturons un peu, la Sonara relève de ce qu'on appelle dans le secteur du pétrole le downstream. Parce que dans le pétrole, il y a l'upstream, dans le secteur pétrolier aval, amont, je veux dire, et il y a le secteur pétrolier aval qu'on appelle le downstream. C'est un domaine d'expertise, totalement. Lorsqu'on crée une commission d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec l'accident la dernière fois, c'est une affaire d'experts. Il faut voir des gens qui viendront nous dire quelle est réellement la cause de l'accident, de l'incendie. Moi, je préfère parler d'incendie, parce qu'on ne sait pas si c'est un accident. Pour le moment, si nous sommes sérieux, on doit laisser la commission d'enquête faire son travail. Deuxième chose, cette commission viendra évaluer les dégâts et maintenant prescrire les solutions et les évaluer. Ça, c'est une affaire d'expertise. Et comme l'a si bien relevé M. Dachoua, c'est une affaire qui intéresse les assureurs. Parce que le secteur pétrolier ne peut fonctionner qu'avec les assurances. Donc, de mon point de vue, si on prend les fonctionnaires de Yaoundé, on envoie pour mener ce travail. Pas seulement, ils ne sont pas les seuls dans la commission. Oui, mais moi je pense que non. Ce genre d'enquête. La constitution de la commission. C'est le ministère de machin, ministère. Et ils font exprès de mettre deux experts. Quel expert en raffinerie on peut retrouver au ministère de l'administration territoriale? Oui, on va dire là-bas, il y a une direction de la protection civile. Donc, je voulais simplement faire observer que je suis sûr pour M. Dachoua a entièrement raison. Non, pas du tout. Parce que c'est une affaire d'expertise. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il a parlé de M. Ibrahima Talbamala. Que je respecte. Hein? Oui, s'il vous plaît, M. Dachoua. M. Ibrahima Talbamala, que nous connaissons tous, c'est un administrateur civil, c'est vrai, mais il ne sortait pas de la territoriale pour aller gérer la Sonara. Oui. M. Ibrahima Talbamala a géré la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, une société qui relève. Qui est une administration du pétrole. Non. C'est une administration du pétrole. Ça n'a rien à voir avec la raffinerie. Je vous dis, c'est une administration. La CSPH est une administration. C'est la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. C'est une administration. Vous ne pouvez pas, M. Dachoua, quand vous parlez, on ne vous interrompt pas. Je faisais juste la précision. Je voulais simplement vous faire observer, moi qui vous parle, j'ai eu un petit privilège de faire un stage académique quand j'étais étudiant à la CSPH. Je sais comment ces structures fonctionnent. Vous ne pouvez pas stabiliser les prix des hydrocarbures sans maîtriser comment l'ingénierie fonctionne. Ça, c'est pas possible. Donc, ce que je voulais simplement observer, c'est que M. Tabla n'est pas un néophyte dans le secteur du pétrole. On est d'accord. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est que, effectivement, lorsqu'on met en place une commission d'enquête comme celle-là, parce que lorsque l'incendie s'est produit, il y a des voix qui se sont élevées pour dire que, moi je l'ai suivi de certains experts, qui ont estimé que ce qui est arrivé, c'était la résultante d'une approximation managériale. Et quand on parle d'approximation managériale ici, s'il vous plaît, on a indexé le directeur général qui certainement, comme le disait Dachoua tout à l'heure, donne l'impression de ne pas être à sa place. Parce que la Sonaras, quand même, c'est une société très sérieuse. Même la fameuse extension avait été concoctée par un ingénieur qui avait beaucoup d'outils techniques à faire valoir parce qu'il a été combattu lorsqu'il a initié ce projet. Je parle de M. Charles Metou. Lorsqu'il initie ce projet, beaucoup de gens étaient contre lui, y compris l'actionnaire minoritaire de la Sonara, c'est-à-dire la Total qui était actionnaire à l'époque, je ne sais pas si l'accord, à 20%. Beaucoup de gens l'ont combattu, mais comme c'est un expert, parce que c'est un monsieur qui s'y connaît, il a convaincu le grand décideur de ce pays que ce projet valait la peine d'être fait. Il l'a réalisé. Maintenant, comme dans ce pays, on ne fonctionne que dans le paradoxe. Parce que ce monsieur qui a mené un projet aussi important, au lieu de le laisser l'implémenter,
Parce qu'il savait où il allait. Vous l'avez pris. Je ne parle pas de vous, M. Serge Alain Autou. Vous l'avez pris, vous l'avez mis quelque part. Vous avez pris donc des gens... Il faut dire à M. Motte. Qui n'étaient pas au départ, qui n'étaient même pas à l'initiative de ce projet. Parce que c'est de là que les choses partent. Oui. Et j'ai eu dit, parce que je vous le dis honnêtement, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire ici, j'ai pris sur moi de faire un déplacement sur Limbé, parce que j'ai des intérêts là-bas. Quand cet incident s'est produit, je causais avec beaucoup de gens à Limbé qui soutiennent Mordicus que l'incendie qui s'est produit était le résultat d'un court-circuit dû aux coupures intempestives d'énergie électrique. On parle de 5, parce que, justement, on dit que la Sonara n'avait pas un groupe électrogène. Les gens disent à Limbé qu'il n'y avait pas de groupe électrogène à la Sonara. Monsieur Motte, on parle de 5 coupures de Limbé ce jour. Donc, c'est pour dire, pour chuter, que franchement, pour essayer de donner la bonne information aux Camerounais sur cette question qui est assez importante. Parce qu'en principe, lorsqu'on parle de la Sonara, on parle de la deuxième entreprise de ce pays après la SNH. Lisez, vous êtes un brillantissime journaliste d'investigation. Le journal, le magazine Jeune Afrique sort chaque année les 500 meilleures entreprises du continent. Que ça soit au mois de novembre. Vous allez voir que depuis près de 15 ans, les 2 meilleures entreprises du Cameroun dans ce classement, c'est numéro 1, Sonara, SNH, numéro 2, Sonara. Okay. Donc quand on parle de la Sonara, c'est une affaire très sérieuse pour les Camerounais. Il aurait été de bon ton que le gouvernement prenne quand même des dispositions pour confier ce travail à des experts de haut vol pour donner, j'allais dire, un rapport crédible aux Camerounais. Ok. Samuel Motte, pour sortir de la question. Je crois qu'on aura... Non, pour sortir de la question, je crois qu'on n'aura même pas besoin d'une commission puisqu'on connaissons les résultats, monsieur. Qui a donné les résultats? Déficit managérial général, parce que Talba qui est passé par là était incompétent. Court-circuit, 5 courts-circuits dans l'année. Monsieur Anatole ici m'a parlé tout à l'heure de commission indépendante. Une commission, elle est indépendante par rapport... Non, je parle d'un comité. Commission ou comité indépendant? Je parle d'un comité. Attendez. La notion que je veux retenir, c'est la notion d'indépendance. Oui. L'indépendance, vous jugez l'indépendance à l'aune d'experts. Indépendant. Oui. Vous le jugez ici à l'aune des liens qu'il pourrait avoir entre les gens qui vont juger, donc qui sont contenus dans cette commission-là, qui vont analyser, et les acteurs qui sont sur le terrain. À partir du moment où vous ne m'avez pas dit que là-dedans, on a nommé le frère de telle ou telle personne qui se trouve dans la commission, je considère qu'étant entendu que c'est une commission extérieure, elle est totalement indépendante. Mais j'ai ironisé tout à l'heure, nous ne pouvons pas dire nous voulons une commission indépendante, on commence à m'égrener un certain nombre de défaillances à ce niveau. Nous attendons sereinement que la commission puisse siéger et qu'elle nous apporte un certain nombre de conclusions. Mais également, Maître Kakar m'a parlé effectivement tout à l'heure de ta connaissance du secteur. Je préfère également, en ce qui me concerne, telle mon expérience dans le domaine. Tout simplement, je ne pourrais pas faire l'économie de vous informer qu'en matière d'expertise, étant entendu que les assurances sont impliquées dans ce sinistre. Pas seulement les assurances, vous avez les contrats. Attendez, non, c'est l'assureur qui a été souligné ici. Là. L'assureur fera son constat, son expertise, de telle manière à pouvoir savoir s'il y a lieu à indemniser ou pas. Il n'attendra pas les conclusions de la commission d'enquête. C'est justement parce que c'est une industrie assez importante, c'est parce que c'est une société de référence sur le plan national et même continental, que le gouvernement, également, par rapport à son impact également qu'il peut avoir sur la vie de tous les jours des Camerounais, que le gouvernement peut être intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Okay. Et donc, la commission qu'elle nomme, elle la nomme sous son autorité. Et effectivement, c'est par rapport à cette autorité-là que ces gens-là vont travailler. Et les conclusions qui vont être tirées de ces travaux d'expertise vont remonter non pas à moi et à vous, monsieur, mon cher frère Nachoua, mais ils seront destinés à la personne qui a commis la commission. Mais attendons. Il pourrait effectivement avoir qu'il y a eu des problèmes de fonctionnement. Calmons-nous pour pouvoir attendre sereinement. Parce que si nous sommes sur un plateau de télévision, nous commençons à dire qu'il y a telle chose qui s'est mal passée, telle autre chose qui s'est également mal passée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin du tout de commission. Voilà, nous sommes là. Restriction des libertés, interdiction des manifestations publiques, torture. Sommes-nous en dictature?
Albert Anatola ici. Oui. Est-ce que nous sommes dans une dictature? Non. Nous sommes dans la mauvaise interprétation des textes qui régissent justement la gestion. Bon, c'est l'interprétation. Les textes sont ce qu'ils sont, parce qu'il faut les mettre dans leur contexte. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les revoir. Et je pense qu'il y en a qui font une lecture diagonale de ces textes. Il faut quand même également relever, pour peut-être le déplorer, que l'attitude, il n'y a pas que le MSC qui fait l'objet d'interdiction de manifestation, il y a aussi le RDPC qui a quelques jours a fait l'objet d'une interdiction de manifester, de tenir une manifestation quelque part, je pense bien. C'est vrai qu'au niveau des partis politiques de l'opposition, c'est un peu plus récurrent, mais je voudrais également indiquer que il y a quelques mois, le ministre de l'administration territoriale avait donné des instructions à tous les sous-préfets d'interdire de poser une feuille non-recevoir justement aux déclarations de manifester du code du MSC, en tout cas pas seulement du MSC, de quelque parti que ce soit. Je pense que nous sommes dans la logique justement de... Donc, ce qu'on a sorti du ministre, visait le MRC. C'était le MRC, disons que je crois que c'est les sous-préfets sont dans la même démarche. Mais je pense que la gestion des libertés publiques ne doit pas se gérer comme ça, surtout dans un contexte qui se veut démocratique et surtout de respect d'un état de droit. Ok. Maître Kaka. Oui, sommes-nous en dictature? Non. Nous ne sommes pas en dictature, mais nous sommes dans la situation d'un régime qui est dans une posture conservatiste de son pouvoir. Vous comprenez? C'est le bonne guerre. C'est un régime qui adopte tous les stratagèmes possibles pour protéger son pouvoir. Parce qu'en fait, il sent qu'il y a un danger en face. Ça, c'est la vérité. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, M. Dachwa a fait ce que je peux qualifier une lecture parcellaire et populiste de la loi. Quand vous lisez les dispositions de l'article 8 de la loi numéro 90/0055 du 19 décembre 1990. Parce qu'en fait, cette loi, cet article est clair, en son alinéa 2, qui dit, toutefois, si le sous-préfet estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Deuxième tiret, interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pratique de nos autorités, c'est cet alinéa qu'ils exploitent. Dans la plupart des cas, je le dis sur la foi de mon expérience en la matière, où chaque fois que vous déposez une déclaration, qui est en réalité une demande, où vous devez, on vous impose de donner votre nom, votre prénom, votre adresse complète. Lorsque vous déposez, le sous-préfet ne délivre pas immédiatement le récépissé. Il fait recours à la linéa 2 pour regarder si la manifestation projetée n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Et comme je l'ai dit dans l'un de mes propos liminaires tout à l'heure, l'ordre public ici, c'est un fourre-tout dans notre administration. Parce que parfois, tu en viens te demander ce que l'administrateur civil, dont le sous-préfet ou le chef de district, il n'y en a plus aujourd'hui, le sous-préfet généralement, tu en viens te demander que qu'est-ce qu'il appelle trouble à l'ordre public. Parce qu'il ne vous dira jamais. Mais il s'agrippe sur cet alinéa 2 pour rendre une décision d'interdiction. Okay. Mais seulement, c'est par là que je vais chuter ces gens-là. Oui, merci. C'est que, de mon point de vue, si nous restons dans une logique républicaine et légaliste, les manifestants doivent saisir aussi la disposition de cette même loi qui dit que lorsque cet arrêté est rendu, cet arrêté d'interdiction, le manifestant a la possibilité de saisir le tribunal compétent ou alors l'autorité judiciaire compétente qui est ici le président du tribunal de grande instance qui statue par ordonnance dans un délai de 8 ans. Ça veut dire un délai de 8 jours. Donc moi je pense que cette loi a tout prévu. Si on l'applique à la lettre, dans un cas comme dans l'autre, je suis convaincu que cela nous éviterait les troubles que nous enregistrons aujourd'hui.
Angel Bello. Maître K commence par son intervention par le Cameroun est un pays de droit. Du coup, moi j'ai sursauté. Je suis un acteur politique. Et ensuite, il explique un ensemble de choses sur le plan du droit qui se contredisent. Peut-être que Maître était convaincu qu'on est dans un amphithéâtre. Non, on n'est pas dans un amphithéâtre. Et je peux vous assurer qu'au MRC, on a assez d'expertise pour nous expliquer cette loi de haut en bas, de gauche à droite. On n'a pas ce problème. Je dis on n'a pas un problème de loi, on a un problème de droit. Savez-vous que si vous aviez continué à lire, vous aurez vu là que nous avons 2 semaines avant pour déposer une déclaration de manifestation et que le sous-préfet a 1 semaine au plus tard pour nous répondre. Est-ce que vous savez que dans la pratique, il y a des manifestations qui sont interdites la veille? Non, je vous dis vraiment, j'aurais bien envie, j'ai bien envie de me mettre dans un amphi et comme explique cette loi de haut en bas, de gauche à droite, mais rassurez-vous, nous on a déjà eu le temps de pouvoir épulcher cette loi. Et quand nous disons que nous ne sommes pas dans un état de droit, nous disons avec autorité parce que nous l'expérimentons. C'est pas la mise en scène, comme dit mon grand frère Motte. Non, c'est une réalité. Nous avons un appareil gouvernemental, politique, gouvernant, qui utilise nos lois dans son sens, ou bien dans ses sens les plus extrêmes, pour cantonner et anéantir ses adversaires politiques. Alors, en d'autres termes, vous avez eu peur de le dire, dictature, vous avez dit régime conservatiste. Mais c'est même plus grave que la dictature. Un régime conservatiste se sert de la dictature. Pas forcément. Je vous dis, il y a dans des sociétés comme les nôtres, un régime conservatiste se sert de la dictature. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de ce mot. Ça paraît être un gros mot. Mais c'est un fait. Ce n'est pas une insulte de dire aujourd'hui que faire de la politique devient dangereux. C'est-à-dire que vous sortez d'un plateau, tous vos amis vous appellent. Oh non, on va t'arrêter. Oh, ne pas marcher, on va te tuer. Ne pas marcher, on va t'arrêter. Ça s'appelle la dictature. Pourquoi? Parce que tous les Camerounais aujourd'hui vivent avec la peur dans le ventre. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Au terme de l'émission. Rapidement, Samuel Motte. Pourquoi est-ce que moi je dois construire rapidement? Parce qu'il est là, Samuel Motte. Allez-y, quand même. Je conseille à mon cher frère Ndachwa de lire un livre célèbre qui parle de la torture, dont il va donner le terme, le nom, la mort de Diallo Telli. La mort de Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'ONU. Vous saurez ce que c'est que la dictature. Quand vous allez, Serge Alain, quand vous allez à une manifestation, attendez-vous à être roudoyé. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez à Washington, que vous soyez en France. Comme Rosa Parks, comme Nelson Mandela. Attendez-vous à être roudoyé. Vous prenez toujours des exemples qui sont à contre-courant de ce que vous défendez. Ces gens-là, vous défendez des valeurs nobles. Ne faites pas de mélange de genres. Quand vous allez à une manifestation, attendez-vous à être roudoyé. Ça n'a rien à voir avec la torture. Des valeurs nobles, c'est des valeurs de détournement. Des valeurs nobles, c'est des valeurs de plan des engagements de Cannes qu'on n'arrive pas à tenir. Des valeurs nobles, c'est de surfacturer nos infrastructures de la Cannes. Les valeurs nobles, c'est de permettre qu'un jeune poignardé dans un lycée meurt dans un hôpital de district parce qu'il n'y a pas d'appareil pour le réanimer. Être noble pour vous, lutter de manière noble. Voilà, je vous en prie. Non, mais voilà effectivement ce qui caractérise la violence. Quand on vous dit effectivement qu'on vous interdit pour la violence, elle n'est pas nécessairement la violence physique. C'est la violence effectivement qui fait aussi que on soit dans un plateau qui est totalement empreint de liberté et qu'il puisse passer un seul instant qui va m'interdire de parole. Voilà également la violence. La violence également, elle est verbale, qui consiste à dire on m'a volé une élection qu'on n'a pas nécessairement gagnée. La violence, elle peut également accompagner un certain nombre de faits. Écoutez, comme nous nous aimons toujours aller prendre nos exemples ailleurs, j'ai suivi, je vais terminer là-dessus, le déroulé des manifestations des Gilets jaunes en France. Les gens ont été roudoyés. Les gens ont perdu des yeux. De fait de ces manifestations-là qui, par essence, avaient déjà, premièrement, bizarre, ces manifestations-là avaient été autorisées. Mais vous voyez bien que bien qu'étant autorisées, il y a des gens qui ont été roudoyés dans le cadre de la manifestation. Ne mentons pas aux Camerounais. Mais il y a une scène cocasse que j'ai vécue. Il y a un gilet jaune qui est sur un plateau de télévision.
Il discute, on lui dit, mais cette fois-ci, vous avez été tout proche de l'Élysée. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous étiez pratiquement à l'entrée de l'Élysée. Vous attendez, quel état supérieur? Vous savez ce que le gars a dit? Mais on va rentrer dedans. Okay. Il a dit on va rentrer dedans et moi sur le plateau de télévision pour pouvoir dire oui mais tout de même on peut accepter que vous puissiez faire des manifestations mais vous n'avez pas quand même le droit de rentrer à l'Élysée. Okay, et quand je dis que les faits historiques ne plaident pas pour le MRC pense à une prise de pouvoir par la violence et par les manifestations et pour cette raison-là, ils ne pourront absolument pas convaincre. Ça, c'est la pensée de M. Motte. C'est la vôtre. Ça, vous ne pouvez pas comparer le MRC aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été des casseurs. Merci. Le MRC n'a jamais cassé quoi. Vous n'êtes pas moins casseur. Merci, cher monsieur. Merci d'être venu. Cher monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion 23h GMT et minuit. Il sera minuit à Yingui.